Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Cette photo derrière moi a été prise hier au village olympique. Peter Oder, l'entraîneur de l'équipe rhodésienne, qui compte 7 noirs sur 44 athlètes, dirigeait encore la préparation de ces hommes. Revoici Peter Oder, hier soir, après l'annonce de la décision du Comité olympique international de retirer à la Rhodésie l'invitation de participer aux Jeux. Une décision qui a été acquise par 36 voix contre 31 et 3 abstentions. En voici l'annonce officielle par M. Avery Brundage. C'est ici, au Parlement de Bavière à Munich, que le Comité olympique international a voté l'exclusion de la Rhodésie. Il fallut 11 heures de discussion pour aboutir à cette décision. Le matin, la commission exécutive était favorable au maintien de la Rhodésie. Déjà, les athlètes noirs de 43 nations menaçaient de quitter les Jeux. Le soir, pour la première fois de son histoire, la séance plénière allait à l'encontre des conclusions de la commission exécutive. M. Brundage, là et plein d'amertume, va lire ici la décision du CIO. Sur 70 votants, 36 ont décidé de retirer l'invitation faite à l'équipe de Rhodésie. 31 étaient favorables au maintien de la Rhodésie et 3 bulletins étaient blancs. Cela signifie que nous retirons à l'équipe de la Rhodésie notre invitation pour cette 20e Olympiade. M. Brundage, qui cesse aujourd'hui de présider le Comité olympique international, n'a pas fait de commentaire hier soir sur le moment, mais un peu plus tard, il devait confier à des proches « J'ai le cœur brisé, c'est la première fois depuis 20 ans que le comité se prononce contre moi. C'est une intrusion caractérisée de la politique », a dit encore M. Brundage. Les pays africains qui menaçaient de boycotter les Jeux tenaient un pistolet pointé sur notre tête. C'était du chantage politique, du pur chantage, et nous avons cédé. Aujourd'hui donc, l'incorruptible M. Brundage quitte la présidence du CIO. 2 hommes sont pressentis pour lui succéder. À gauche sur cette photo, l'Irlandais Lord Killanin, à droite, le Français Jean de Beaumont. Le Français Jean de Beaumont qui était d'ailleurs le favori jusqu'à ces derniers jours, mais la tendance, paraît-il, s'est renversée. Et aujourd'hui, c'est l'Irlandais Lord Killanin qui est donné comme pratiquement élu, ou disons comme favori. Jacques Pagny, le recordman de France de saut en longueur, ne partira pas pour Munich aujourd'hui avec ses camarades de l'équipe de France. C'est un nouveau coup dur. Depuis le match France-Allemagne, en effet, Pagny souffre d'une contracture à l'abdomen, une douleur qui est consécutive à un ennui vertébral, et cette douleur est revenue hier très violemment. Jacques Pagny vient donc à Paris aujourd'hui pour consulter un magnétiseur, c'est la dernière chance, le même magnétiseur qui avait soigné Cyril Guimard il y a quelques semaines et qui l'avait guéri. Mais les médecins, eux, estiment qu'il faudrait 15 jours de repos à Jacques Pagny pour être rétabli. La politique maintenant. À Miami, comme prévu, la Convention républicaine a fait un véritable triomphe à Richard Nixon en le réélisant candidat du parti aux élections présidentielles de novembre prochain. Mais il a manqué une voix, une toute petite voix à Richard Nixon pour faire l'unanimité. Cette voix est allée au représentant libéral Paul McCloskey, partisan de la paix immédiate au Vietnam. Le président Nixon en appelle à la jeunesse. Et cette jeunesse est là, représentée par des milliers de jeunes Américains. Quelques heures plus tard, lorsque dans la soirée il sera réinvesti par la convention du Parti républicain de façon triomphale, à nouveau, il s'adressera à la jeunesse, sollicitera ses voix, parlera d'elle, de l'avenir, de l'espoir. La raison en est simple. D'une part, l'abaissement à 18 ans du droit de vote a créé une nouvelle clientèle électorale. D'autre part, il s'agit pour M. Nixon de battre le concurrent démocrate McGovern sur son propre terrain et de montrer à l'Amérique et au monde que Nixon n'est pas seulement le candidat de la continuité, d'un certain conservatisme, mais aussi celui de l'Amérique de demain. Nixon, en somme, c'est la continuité et l'ouverture, mais à l'échelle américaine, c'est-à-dire à la puissance X.
En attendant, c'est la liesse, le triomphe, la force. Tous ces gens savent que Nixon part favori dans la course à la présidence. L'ardeur à la lutte politique est d'autant plus grande que la victoire semble assurée, il n'y a qu'à regarder. That's really been going on all week. Tricia and Julie and Mrs. Nixon have talked to the young people several times. There's an opening in a very animated way. It's a lot different picture from 4 years ago when he came in, where he was rather wooden, expecting the nomination, but not quite as exuberant as you pointed out earlier. Les affaires marocaines maintenant. Le dialogue préconisé par le roi Hassan II avec les partis politiques semble plus que compromis. L'Istiklal, comme l'UNFP, maintiennent en effet leur opposition. Dans un communiqué qui a été publié hier à Rabat, l'Union des forces populaires déclare que le pouvoir absolu du roi, fondé sur la répression, est seul responsable des événements sanglants que le Maroc a connus à 2 reprises en l'espace de 13 mois. Et l'UNFP refuse toute compromission sur les intérêts fondamentaux du peuple marocain et réaffirme son refus de toute fausse solution. Pendant ce temps-là, le roi du Maroc épure son armée. Il a révoqué hier le chef de la marine qui n'était pas impliqué dans le complot, mais qui avait des relations étroites avec le général Oufkir. Un sort que beaucoup d'autres, amis d'Oufkir, pourraient connaître prochainement, disent en tout cas les observateurs qui sont sur place. En France, premier acte de la rentrée sociale cet après-midi, avec la rencontre au sommet entre M. Georges Segui et M. Edmond Maire. La CGT et la CFDT, qui sont en désaccord sur la tactique syndicale à suivre, doivent mettre au point toutefois un programme d'action commune sur des objectifs communs. Ces objectifs sont d'ailleurs définis. Il s'agit d'abord de relancer la campagne en faveur du SMIC à 1 000 francs et en faveur de la retraite à 60 ans. Mais la CGT et la CFDT ne borneront pas là leurs revendications. Elles comptent en effet engager la lutte à la rentrée sur 2 autres points précis. D'une part, la réforme du droit de licenciement et d'autre part, la réforme du droit syndical dans l'entreprise. 2 points qui sont d'ailleurs très liés. Rentrée sociale donc en France, rentrée également pour l'Europe avec la préparation du sommet des 10. M. Maurice Schumann, le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé ce matin à Bonn, en Allemagne fédérale, où il doit rencontrer le chancelier Willy Brandt, son collègue allemand M. Walter Scheel et le ministre des Finances et de l'Économie M. Helmut Schmidt. Et demain, M. Maurice Schumann sera à Londres. À Bonn, en Allemagne, comme à Londres, en Grande-Bretagne, M. Maurice Schumann va faire connaître aux dirigeants allemands et britanniques le point de vue de la France sur ce sommet européen des 10, qui doit toujours, en principe, avoir lieu au mois d'octobre à Paris. Un accident mortel hier soir sur un chantier à Troyes. Un de ces chantiers, comme on en voit beaucoup de nos jours, où il s'agit de construire beaucoup de parkings pour garer beaucoup d'automobiles. En l'occurrence, il s'agissait de la transformation en parking d'un canal assez vieux puisqu'il datait de Napoléon III. Beaucoup de badauds, comme souvent en pareil cas, étaient accoudés à la barrière du chantier quand le sol s'est effondré sous leurs pieds. Deux morts, 4 blessés graves hier soir dans l'affaissement de ce trottoir qui borde à Troyes un chantier de travaux publics. Et pour les enquêteurs, un premier constat, l'effondrement s'est réduit à des vibrations provoquées par le passage incessant de poids lourds. Ça n'est pour l'instant qu'une hypothèse, mais c'est apparemment la seule explication qui permet de comprendre pourquoi ce trottoir s'est affaissé sur 20 mètres de long et 3 mètres de large. Une dizaine de personnes qui, comme chaque jour, contemplaient les travaux, ont été précipitées 7 mètres plus bas, et pour les dégager, il a fallu 4 heures d'effort. L'une d'elles a été tuée sur le coup, une autre devait succomber peu après son admission à l'hôpital. Je reviens à Munich et aux Jeux Olympiques. Je vous disais à l'instant, et c'était presque un lapsus, que Lord Killanene, l'Irlandais, était pratiquement donné comme gagnant pour succéder à M. Avery Brundage à la présidence du CO. Eh bien, c'est chose faite. Lord Killanene, un flash vient de me l'apprendre à l'instant, succède à M. Avery Brundage à la présidence du Comité olympique international. Nous n'avons pas encore le décompte des voix. Ce jeune homme que vous voyez là, ce jeune homme ne sait pas qui il est, du moins il l'affirme. Le 10 février dernier, un automobiliste l'a découvert avec ses valises couchées sur le bas-côté d'une route dans le département de la Somme, il y a de cela 6 mois. Depuis, il s'est installé à Amiens sous le nom de Jean-Philippe. Bref, tout pour faire un amnésique heureux. Mais voilà que grâce à une émission de télévision diffusée avant-hier soir au Benelux, on connaît peut-être son identité, puisqu'une vingtaine de personnes prétendent l'avoir reconnu. Il s'agirait en fait de Jean-Pierre Van Mel. Nos camarades d'Amiens l'ont rencontré.
spectateurs ont cru vous reconnaître hier soir sur les antennes de la télévision néerlandaise. Est-ce que pour vous c'est une aventure qui est terminée? Terminée, non, parce qu'il y a quand même encore le problème, c'est-à-dire qu'on m'a reconnu formellement. Disons que c'est même pas une seule personne, c'est je crois une vingtaine en tout, aussi bien en Belgique qu'en Hollande. Mais d'un autre côté, tant que moi, je ne me serais pas reconnu moi-même, je crois que il y aura toujours un grand problème, un grand point d'interrogation. Vous n'avez vraiment rien reconnu? Non, jusqu'à nouvel ordre. Naturellement, j'attends de voir physiquement, disons, les personnes de ma famille ou des amis, mais jusqu'à nouvel ordre, et le nom qu'on m'a donné, et disons la nationalité, la date de naissance, et ainsi de suite, de tout ça, je n'ai jusqu'à présent rien reconnu. D'après votre cousin qui apparemment vous a reconnu formellement, il vous a d'ailleurs téléphoné hier soir, quel est votre métier dans la vie? Je crois, sans affirmer, je crois que je suis décorateur, démonstrateur. Ce qui correspond tout à fait à ce que vous faites en ce moment. Exactement. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, j'attends donc la visite de mon oncle qui doit soit arriver ce soir, soit demain matin. Ça, je ne sais pas encore. Il ne me l'a pas précisé parce qu'il était lui-même occupé. Mais vous savez, pour moi, j'ai surtout une grande crainte, c'est que je ne puisse pas reconnaître ma famille ou mes antécédents. Parce qu'à ce moment-là, si c'est vraiment pour tout recommencer, de la même manière que j'ai commencé tout ça ici, je crois que je préfère encore rester ici. Même, je ne sais pas, enfin c'est assez difficile à expliquer. C'est peut-être d'un égoïsme outrageant, le fait de dire je préfère rester ici plutôt que d'aller chez ma famille. Mais si je dois recommencer tout là-bas, ça me semble au-dessus de mes possibilités physiques, enfin. Amnésique ou non, on ne le saura peut-être jamais. En tout cas, il a l'air sincère. La vallée d'Aspe, une très belle région, mais que le tourisme ne suffit pas à faire vivre. Comme beaucoup d'autres régions en France, désertée, dépourvue de moyens de communication, elle est menacée de dépérissement. C'est bien le cas en effet de cette vallée qui relie Pau à l'Espagne par le col du Somport. Cette vallée dont 2 villages d'une centaine d'habitants chacun étaient menacés d'être entièrement vidés de leur population. Mais maintenant tout est arrangé, comme va vous le montrer ce reportage de Jean Paillet. Dans la vallée d'Aspe, qui joint Pau à l'Espagne par le col du Somport, 2 villages, Bors et Seteiguin, également déshérités, ont soudain retrouvé la vie et la joie grâce à une œuvre, 2 hommes et environ 150 enfants. Il y a combien de temps que vous habitez le village de Seteiguin, monsieur? 78 ans. 77, quoi. Vous êtes né ici? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y avait du temps de votre jeunesse ici? Oh, des paysans. On faisait de l'élevage. Vous étiez combien? Oh, en tout entre Seteiguin, dans les 50 ou 150. Et vous avez vu tout le monde partir petit à petit? Oh, j'en ai vu beaucoup. Il y a quelques années, un centre s'est créé ici. Qu'a-t-il amené dans le village? Il y avait d'abord l'ambiance. Ça fait revivre un peu le village, parce qu'autrement, vous savez, sans le centre, le village serait mort. Et puis, il y a pas mal d'emplois aussi il y a beaucoup de jeunes femmes du coin et même de jeunes foyers qui sont employés dans ce centre. Tous ces jeunes garçons et ces petites filles qui circulent dans les rues, ça vous ramène longtemps en arrière? Oh oui, oui. Oh, si on n'avait pas ce foyer, vous savez, ça serait un village perdu. Il n'y aurait que une dizaine de propriétaires, enfin de propriétaires, 4 ou 5 propriétaires en tout. Regardez tout ça, c'est abandonné tout ça. Bien, ce centre Clermatin est situé dans cette vallée d'Aspe qui est une vallée essentiellement agricole et pastorale, sans industrie, sans thermalisme, très peu touristique, et l'œuvre des pupilles de l'école publique des Basses-Pyrénées a installé dans cette vallée 2 centres permanents, le foyer Clermatin à Bors et auparavant la grande volière à Seteiguin. Le village partait à l'abandon lorsque le foyer s'est installé en 61, en avril 61, je crois bien. Et nous avons récupéré d'ailleurs 2 bâtiments communaux, l'école
et l'ancienne mairie et le presbytère que nous utilisons comme bâtiment du foyer. Je pense que la permanence a redonné la vie au village. Nous employons dans la maison au foyer des personnes du village. Nous avons un couple, nous avons une monitrice qui est du village, qui est voisine du foyer. Nous avons des lingères, nous avons des cuisinières qui sont du village. Et d'autres qui montent de la vallée. Les autres personnes sont toutes, ou pour ainsi dire toutes, des personnes de la vallée, de la région, Bedouze, Urdoz. Au dernier recensement, ce sont les deux seuls villages qui ont gardé le même nombre de population. Si le foyer n'avait pas été créé, les personnes que nous employons seraient obligées de s'expatrier et quitter la vallée, soit descendre vers Oloron, mais peut-être plus loin. Est-ce qu'on peut être à la fois directeur du centre Clermatin et maire du village de Borse? Il y a 8 ans, la population m'a élu maire. Il y avait à peine 6 mois que j'étais présent au foyer Clermatin. Et les deux fonctions, maire et directeur du foyer, ne sont pas incompatibles. Et actuellement, le temps montre que tout se passe pour le mieux. En tant que directeur du foyer, vous signez des papiers que vous retrouvez sur le bureau du maire. C'est une continuité? C'est une continuité. Je prépare des dossiers, par exemple, pour faire... nous avons préparé un dossier pour faire un groupe scolaire. Et en tant que maire, j'ai signé le permis de construire de ce groupe scolaire. Nous allons construire un garage très prochainement. Le même problème s'est posé. Et de la même façon, signer en tant que directeur du foyer, en tant que maire de la commune. Vous, Borsois, vous avez élu maire le directeur du centre. Oui. Pourquoi? Comme je vous dis, on a jugé qu'il n'y en avait pas un autre capable comme lui. Et il y a 7 ans et demi qu'il y est, mais nous n'avons aucun regret de l'y avoir mis. C'est tout le contraire. Je pense que pas mal de communes seraient intéressées par la création de centres permanents pour justement attacher cette main-d'œuvre à la vallée, pour empêcher que les jeunes s'en aillent comme ils le font actuellement. Le métier de berger ne les intéresse plus guère et ne trouvant pas de place dans la vallée même, ils sont obligés de partir. Une expérience concluante donc, et beaucoup de maires de France d'ailleurs, qui sont à la tête de villages plus ou moins menacés de dépérissement, souhaiteraient voir s'installer chez eux des centres analogues. Revenons au sport et aux Jeux Olympiques pour vous montrer l'une des disciplines parmi les plus spectaculaires, la gymnastique. L'équipe de France dans ce domaine n'est pas la meilleure, mais l'exhibition que voici va vous permettre de mieux apprécier les difficultés et la beauté de ce sport. La gymnastique est devenue un grand spectacle, avec des acteurs bien sûr, mais aussi avec une mise en scène des chorégraphes et des musiciens. Nous suivons ici l'entraînement de l'équipe féminine dans les exercices au sol. À Munich, dans cette spécialité, chaque gymnaste présente un programme qui peut être comparé à celui des patineuses de figure. Et comme en patinage, c'est un jury qui note leurs exhibitions. L'équipe de France féminine sera composée de Elvire Gertosio, Véronique Tillemans, Pascal Herman, Astrid Sipel et Mireille Kerr. La 6e place se jouera entre Nadine Audin et Catherine Dauger. Regardez ici le travail de Mireille Kerr à la poutre. C'est un exercice qui exige beaucoup de maîtrise nerveuse et aussi un très grand sens de l'équilibre. Aux barres asymétriques, ici Pascal Herman. Pour ces Jeux de Munich, il faut noter que les barres sont plus écartées de 8 cm par rapport aux barres précédentes, ceci pour donner davantage d'ampleur au mouvement. Avec les hommes maintenant, on va se rendre compte que la gymnastique n'est plus ce qu'on appelait autrefois la gym, mais bien la gymnastique avec un très grand G. Il est loin le temps, c'était à la belle époque, où le gymnaste ressemblait davantage à un soldat lancé dans le parcours du combattant. Le gymnaste moderne
est un athlète et un artiste. Au cheval d'arçon, Jean-Pierre Miens. Le gymnaste évolue ici sur toutes les parties de l'appareil, combinant des cercles et des ciseaux. Au bar parallèle maintenant, Georges Guelzec. L'équipe de France est constituée de Henri Boériot, Jean-Pierre Miens, Georges Guelzec, Bernard Farjat, Christian Deza et Christian Guiffroy. La gymnastique, où les Japonais et les pays de l'Est sont les meilleurs spécialistes, est devenue une discipline qui exige de 8 à 10 heures d'entraînement par jour. Christian Deza, ici aux anneaux, Christian Guiffroy, que nous allons voir tout à l'heure à la barre fixe, ce sont de très bons gymnastes. Mais nous allons le voir avec Arthur Magakian, le directeur technique. Il ne faut pas s'attendre à de très très grandes performances de la part des Français. Dans le concert olympique, nous restons une nation très très modeste face aux nations de l'Est et aux Japonais. Notre objectif sera de se classer au milieu du tableau mondial. Nous n'avons pas de chance d'avoir de médaillés, car vous savez que la gymnastique est un sport très difficile et qui demande beaucoup de temps d'entraînement. Malheureusement, nous n'avons pas encore toutes les conditions matérielles, mais je crois que la France se classant dans à la 12e place sur 26-27 nations engagées, dont 16 équipes en masculin et 18 en féminine, c'est assez honorable. Arthur Magakian répondait aux questions de Loïs Vanley, donc des ambitions raisonnables pour les Français qui, pour la première fois depuis 1960, participent aux Jeux avec une équipe complète. C'est vrai, des ambitions raisonnables, mais pour nous ici, l'essentiel reste le spectacle. À la Bourse de Paris, la forme, dit-on, est olympique aussi, le qualificatif est de circonstance. Les valeurs montent et les vacances n'ont apporté aucune interruption dans cette progression. Mais il y a de nouveau des remous sur l'or, Michel Tardieu. Oui, Alexandre, la bourse va bien, c'est la liquidation, c'est-à-dire qu'on termine toutes les opérations à terme qui se sont nouées pendant le mois d'août. Elle se passe dans une bonne ambiance. Bien sûr, le marché est un peu moins ferme qu'hier, mais il est résistant et ce sont les opérations de liquidation qui pèsent sur les cours. Quant au marché de l'or, l'or remonte. Et c'est quand même assez curieux parce que hier, le métal montait en raison de deux informations. La première était que le prix de l'or est officiellement inscrit dans le rapport que les directeurs du Fonds monétaire international vont présenter à l'Assemblée générale du Fonds le 25 septembre, et aussi parce qu'on disait que les Anglais s'étaient prononcés en faveur d'une augmentation du prix du métal. On disait même que les Anglais étaient d'accord pour porter le prix officiel de l'or à 70 $ l'once, alors que vous savez qu'il est de 38 aujourd'hui. Et puis, ce matin, les Anglais ont démenti, ils ont dit qu'ils n'avaient pas pris position du tout sur le relèvement du prix de l'or, donc que les informations diffusées étaient erronées, et d'autre part, les Allemands, de leur côté, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour qu'on relève le prix de l'or entre les pays européens. Vous savez qu'il avait été question, après le voyage de M. Pompidou en Italie, d'une formule qui aurait consisté à augmenter le prix de l'or simplement entre les banques européennes. Eh bien, les Allemands ne sont pas d'accord sur cette formule. Donc, apparemment, aujourd'hui, l'or a subi deux défaites. Eh bien, ces deux défaites politiques ne l'ont pas empêché de monter sur le marché, puisqu'aussi bien à Londres qu'à Paris, le métal est en progrès. Vous voyez que là-bas est à 10 605, alors qu'elle était à 10 575 hier, et le lingot, lui aussi, monte légèrement. Et les pièces suivent le mouvement. Il faut s'attendre encore à bien d'autres mouvements sur l'or, avant l'Assemblée générale du Fonds monétaire. En effet, il y a beaucoup de bruit qui circule actuellement. La bagarre monétaire est loin d'être terminée. Elle ne fait même que commencer. Et le Times de Londres, ce matin, avait un éditorial dans lequel il attaquait les positions monétaires françaises. Les Anglais restent favorables à des parités flexibles, alors que la France, elle, est pour les parités fixes.
Et en même temps, le journal anglais faisait coup double. Les Anglais disaient qu'il fallait transformer complètement la politique agricole commune. Et vous savez que la France est particulièrement chatouilleuse sur ce point, puisqu'elle est une des principales bénéficiaires de la politique agricole du marché commun. Et donc les Anglais attaquaient à la fois la position trop rigide de la France sur les parités et en même temps la politique agricole commune. Cela laisse prévoir, je répète, des démêlés assez sanglants dans les semaines qui viennent sur le plan monétaire. Quant aux Américains qui continuent d'insister sur les problèmes de commerce international, ils sont en train d'essayer de tenter un rapprochement avec le Japon pour que les Japonais se joignent à eux pour protester contre ce qu'ils appellent le côté protectionnisme du marché commun. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan monétaire aujourd'hui, et on parlera encore longtemps de l'or dans les semaines et les mois qui viennent. Parmi les valeurs étrangères, vous avez vu tout à l'heure que la plupart étaient en baisse, Bayer aussi baisse, et pourtant les grandes chimiques allemandes vont bien. On nous dit qu'en Allemagne, l'industrie chimique a retrouvé l'optimisme et même un certain enthousiasme. Vous savez que l'année 70 avait été dure, l'année 71 aussi. Eh bien, depuis le début de l'année, les bénéfices des grandes sociétés chimiques allemandes ont augmenté de façon considérable, puisque pour la Badisch-Anilin, l'augmentation est de l'ordre de 28,2%. qu'elle est de 6,4 pour Bayer et de 10% pour Hoechst. Donc la chimie allemande a retrouvé l'optimisme. En revanche, dans la sidérurgie allemande, on continue à dire que les temps sont assez durs et que l'année 72 sera au mieux une année de stagnation. Des baisses, puisqu'il y en a quand même, et puis des hausses, dont celle de Radiotechnique qui est assez forte. Vous voyez 16,90 francs de plus sur Radiotechnique, qui avait déjà fait parler d'elle de nombreuses fois au cours des dernières semaines. Pour terminer, le Pinet, lui, perd 40 centimes. Ici la Bourse de Paris, à vous Alexandre Balloux. Merci Michel Tardieu. C'est aujourd'hui Sainte Rose que nous fêtons. Elle est née le 20 avril 1586 à Lima. Jolie femme, dit l'histoire, et cultivée de surcroît. Elle devint religieuse dominicaine le 10 août 1606. Favorisée de dons mystiques, elle mourut le 24 août 1617. Elle est la patronne de l'Amérique et des Philippines. Bonne fête également à toutes les Rosettes, Rosita, Rosie et Rosen. Avant de vous quitter, je vous rappelle la nouvelle qui nous est parvenue en cours de journal. C'est l'élection à la tête du Comité olympique international comme successeur de M. Brundage de l'Irlandais Lord Killanin comme président du CIO. Le Français, donc le comte Jean de Beaumont, n'est pas parvenu à accéder à cette présidence. Et le vice-président, l'homme qui secondera Lord Killanin, est l'Allemand de l'Ouest, Willy Daume. Bon après-midi.